Madame Pale, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour Antoine. Bonjour Eric, et aujourd'hui nous poursuivons pour la 3e fois la longue route de la carrière de Dame Diana. Nous avions laissé notre fil en 1976 avec Phaedra Britannica, et nous allons à présent nous précipiter vers les années 1980. Mais pour accompagner Diana dans ce nouveau chapitre, il lui faudrait quelques compagnons de route, tu ne crois pas Eric ? Bah si, sûrement. Alors tu préfères voir qui à ses côtés ? John Cleese, Peter Ustinov, Maggie Smith, Bob Hoskins, Dennis Bill, Helen Mirren, Miss Peggy, Dennis Quilley, Nicolas Clay. Je l'aurais bien vu accompagné tout le temps par Nicolas Clay, mais non, moi je vais choisir quelqu'un d'autre, on va carrément taper plus haut. Moi je veux la voir avec Elizabeth Taylor, ni plus ni moins, voilà. Effectivement, c'est aux côtés d'Elizabeth Taylor que va se commencer ce podcast avec un film, A Little Night Music, qui est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un classique avec Elizabeth Taylor, ne serait-ce que par la difficulté qu'on a eu à le trouver. C'est un film maudit pour elle. Et à la base, c'est un succès de Broadway. Oui, c'est un gros succès de Broadway qui date de 1973. C'est une comédie musicale de Stephen Sondheim, un grand de la comédie musicale. Tout était bien parti, Elizabeth Taylor, Diana Rigg, la musique de Stephen Sondheim. Bon, un réalisateur, je sais pas si tu le connais bien, Monsieur Harold Prince, On le connaît bien du côté de Broadway, en fait, et c'est là que le bas va un peu blesser en ce qui me concerne. C'est le lauréat du record des Tony Awards, Harold Prince. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment façonné l'histoire de Broadway. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans cette adaptation cinématographique, parce que c'est un film, il va avoir un peu du mal à s'émanciper de la dimension Broadway, justement. Alors qu'est-ce que ça raconte, Little Night Music ? Ça raconte des couples qui se défont et se refont. On suit un avocat qui a envie de se marier avec une jeune femme qui est à peine majeure et qui, elle, n'a pas du tout envie de conclure avec lui. Et elle arrête pas de lui dire « Non mais je ne veux pas qu'on couche ensemble, plus tard. » Et un soir, alors que il va au théâtre, il retombe sur un de ses amours d'enfance, Elizabeth Taylor. Il va être retenté de bousculer l'ordre des couples établis. Donc ça va être des scénettes sur l'amour, et d'ailleurs c'est comme ça que s'ouvre le spectacle avec tous ces personnages, Diana, Elizabeth Taylor et également Leslie Handon, qui chantent les mystères de l'amour. Love takes time, entirely too much but sublime. Frightening, love is full of quicksand. Enlightening, love is full of tricks, and it does take time, which really is rather a crime. Sur une scène de théâtre, justement, quand je te disais qu'il avait un peu de mal à s'émanciper de cette mise en scène de Broadway, on va les retrouver devant un public avec des figures en carton très théâtrales. Oui, tout à fait. L'ouverture du film, c'est quand même très, très Broadway, effectivement. Alors, c'est tourné à Vienne. On a des scènes en calèche, on a des arrivées, comme ça, on peut voir les maisons de l'extérieur, mais ça va pas tellement plus loin. Il nous fait tous les numéros de Broadway. C'est du théâtre filmé pour moi, en fait. Il a d'ailleurs pas tellement été apprécié par Sondheim lui-même, qui a dit que ce film n'avait aucun intérêt. Le film avait mauvaise presse pour plusieurs raisons, et on va peut-être plutôt vous raconter ça. Un des problèmes principaux étant Elizabeth Taylor. Voilà. Je crois que c'était une erreur en 1977 de penser qu'elle était encore une valeur sûre du cinéma. Non, sa carrière, elle avait déjà pris un virage. Elle faisait plutôt des films d'auteur, d'ailleurs. Tout miser et accepter le contrat qu'elle a imposé, c'était une erreur parce que c'est son contrat qui prend beaucoup de sous à la distribution, qui va carrément ralentir sa distribution. Et il ne sortira aux États-Unis que l'année suivante, et il sortira pas du tout en Angleterre. Donc ça, c'est une grosse claque. Et en France non plus. Le film, qui a quand même coûté 4 millions, va avoir bien du mal à rentrer dans ses frais. Eux, ils attendaient tout à fait autre chose. Ils attendaient même une pluie de festivals et de récompenses. Alors c'est la Sachas Films qui produit. C'est une production autrichienne. Le film se fait durant l'été 76.
Il visait le festival de Cannes pour mai 77. Le festival de Cannes le refuse, premier camouflet, la presse s'en moque. Durant tout l'été, ils vont chercher un distributeur, ils ne vont pas en trouver. Et finalement, le film trouvait un distributeur en septembre 77 pour les États-Unis. Il va être diffusé au festival de Deauville et il pensait en faire un favori pour la course des Oscars. Il va avoir un Oscar, effectivement, mais il va avoir l'Oscar de la meilleure musique. C'est Jonathan Tunick qui a l'Oscar de la meilleure musique. On peut pas dire que pour une adaptation cinématographique d'une comédie musicale de Broadway, quand tu salues la musique, c'est quand même un peu un camouflet. Et surtout, il faut se rendre compte du climat dans lequel se fait ce film. La presse, qui n'est pas tendre avec Elizabeth Taylor, va passer son temps à se moquer. À se moquer de sa prise de poids, hein, clairement. Elle n'a plus la même silhouette du tout. À chaque distributeur raté, on leur dit non, c'est trop cher, on pense que ce sera pas rentable la sortie du film. La presse en remet un coup. Le film maudit d'Elizabeth Taylor, que personne ne veut acheter, que personne ne veut voir. Voilà. Et puis, il y a le côté diva d'Elizabeth Taylor qui insupporte les journalistes. Pendant que ce film se tourne, tout le monde ne parle que du renvoi de Robert Stephens, qui devait être le rôle principal et qui a été remplacé au pied levé par Len Cariou, qui était la personne qui interprétait le rôle dans la pièce d'origine de Broadway. Tout le monde dit, ah bah c'est Elizabeth Taylor, qui ne supportait pas de la voir en face d'elle et qui donc l'a limogée du jour au lendemain en plein milieu du tournage. Ce qui est peut-être vrai. Ça ressemble surtout à des gossips. Le film venait quand même avec des boulets. Ce qu'on peut dire par contre, Diana va pas tellement souffrir de cette bombe, hein. Elle va être relativement épargnée et à juste titre parce que je trouve que elle a vraiment compris que c'était une comédie et elle le joue. Son personnage est vraiment celui qui est un des plus réussis en termes de ton. I'll give you 3 guesses. She wouldn't. Reduce it to 2. It can't It be. nevertheless is Eggman. right score 1 for you. Aha! Uh-huh. A weekend in the country, we should try it. Oh, I wish we'd been asked. A weekend in the country, peace and quiet. We'll go masked. A weekend in the country. Uninvited, they'll consider it odd. A weekend in the country, I'm delighted. Oh my God. C'est vrai que Elizabeth Taylor, elle qui joue un personnage un peu nonchalant, bienveillant et qui chante Sandy the Clown, ça tombe un peu comme un soufflet. Je pense que le film ne sait pas tellement sur quelle chaise s'asseoir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, c'est une adaptation de Sourire d'une nuit d'été de Ingmar Bergman. Il y a un truc très noir hein, dans cette fin où le Sandy the Clown, on se moque de nous, puis cette différence d'âge dans le couple. Enfin, bon, il y a quelque chose de très bergmanien. La comédie musicale l'avait emmené vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus comédie. Je pense que le film aurait dû aller encore plus dans cette direction. Ça colle pas en termes de ton. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là où Diana Rigg joue son personnage comme une femme un peu enfant qui sautille devant la virilité de son mari. Une vaine comédie qu'elle va nourrir durant toute cette nouvelle décennie. Oui, de plus en plus. C'est très très dommage parce que quelle que soit la manière dont on voit le film, il aurait franchement mérité d'être distribué normalement. Oui. Le film est resté invisible et donc, si vous le trouvez, le problème c'est que c'est pas des belles versions, quoi. Ça Là, mériterait il est toujours invisible. Il manquerait d'une belle restauration parce que franchement, dans les films de cinéma, parce qu'il y a plein de choses qui sont invisibles. On va en parler dans cet épisode. Il y a des téléfilms qu'on n'arrive pas à retrouver sur Diana. Oui. Mais au cinéma, dans les adaptations cinématographiques, c'est la seule qui est invisible à l'heure actuelle. Oui, Donc ça, c'est quand même un gros manque, et dans la filmo d'Elizabeth Taylor, et dans la filmo de Diana Rigg. Et ne serait-ce que parce que c'est une des plus grandes comédies musicales de Stephen Sondheim également, en fait. C'est Oui. ça qui est tout à fait regrettable. Bon, Néanmoins, de ce projet maudit, Diana va sortir de cet été, de ce tournage, avec 2 progénitures. La première, c'est une certaine Rachel, sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Et la seconde, c'est un projet de série pour la BBC. donc d'un retour à la télévision, parce qu'elle en a pas fait depuis Diana aux États-Unis. Avant de parler de Rachel, on pourrait parler de son papa. Archibald Stirling. Oui, d'après les interviews, ça apparaît à peu près clair qu'elle rencontre Archie Sterling vers la fin de l'année 75. Ils se rencontrent dans un dîner chez des amis. Bon, il faut savoir que Archie Sterling, c'est un ancien officier des Guards. Alors, la presse le présente toujours comme ça, de manière à
minimiser ce qu'il est réellement, mais ce qu'il est réellement, c'est l'héritier d'une famille richissime. Il possède environ 50 000 acres en Écosse, des intérêts dans le pétrole de la mer du Nord, comme la reine d'Angleterre. Je te laisse imaginer le train de vie. D'ailleurs, dans la presse anglaise, à partir du moment où ils vont annoncer la naissance de Rachel et donc officialiser leur couple, il y aura beaucoup de gossips. Pauvre petite fille riche que va devenir Rachel Sterling. Je pense que Diana, elle a vraiment rencontré l'homme de sa vie là. Elle est bien partie, elle est heureuse et elle décide de faire un enfant. Il faut savoir qu'Archie Sterling, il est encore marié quand il Bah oui, encore un homme marié. Donc, en fait, il va divorcer pour elle. C'est pour ça que ça va mettre du temps aussi à se mettre en place. Ils vont se marier que dans les années 80, en fait. En même temps, il y a ce film qui foire, mais elle, elle a ce projet d'enfant, et cet enfant, il va voir le jour en 77. Et justement, on arrive en 77 avec ce nouveau projet de télévision. C'est le directeur de la comédie de la BBC qui s'appelle James Gilbert, alors qu'elle tourne Little Night Music, lui propose cette série de sketchs, puisqu'en fait on va avoir 18 sketchs de 10 minutes chacun, rassemblés dans des émissions de 30 minutes, qu'elle va introduire, et dans chacun, elle va jouer un personnage différent. Donc c'est un beau cadeau, je trouve, pour une actrice. C'est vraiment de la franche comédie, on est même dans le boulevard par moment. Oui. Alors elle a demandé à ce qu'on s'inspire d'une vieille pièce de Noel Coward qui date de 1966 et qui est Suite in Three Keys. Donc même le titre est inspiré de la pièce de Coward. C'est drôle, c'est très fin, quelquefois moins fin, ça peut partir dans des directions un peu vulgaires, qui font penser plus à l'humour en France, je dirais des nuls ou des trucs comme ça. Je pense que ça a beaucoup marqué toute une génération qui va éclore dans les années 90, dont Ruby Wax, Jennifer Saunders. Ça ressemble pas mal à des sketchs comme celui de Screen Night, où elle incarne carrément une ex-actrice de porno qui sort ses mémoires, de Scarlet Woman, et qui est d'une vulgarité à couper au couteau, avec un vrai présentateur de télé qui la reçoit pour son livre. Barry Norman. Voilà, et arrive cette créature d'une vulgarité effarante. Toutes les photos de promotion ont été basées sur ce sketch, en fait, pour faire la une du TV Times. Elle y était encore très sexy, elle pouvait montrer ses jambes, parce que oui, il faut quand même dire qu'elle va tourner ses 18 sketchs alors qu'elle est enceinte de... Eh ben oui, elle apprend ses textes à Noël 76 à Tobago. Et le tournage est terminé en mars 77, donc ça doit durer 3 mois le tournage. Elle va accoucher de Rachel en mai. C'est vraiment plutôt bien dissimulé. Quand je t'ai dit, ah mais tu savais que dans les suites elle était enceinte, tu m'as répondu, mais quoi? Et donc du coup on les a revus et on a fait, ah mais oui, il y a quand même des traces. Oui, en fait la réalité c'est que moi je les avais vus il y a longtemps, parce qu'il y a un très beau coffret de Diana à la BBC. Ils font tout pour voiler. Alors après il y a 1 ou 2 épisodes qu'ils ont dû tourner en premier, où elle a très envie de montrer, comme beaucoup de femmes enceintes, le changement de volume de sa poitrine. Certains personnages ont des très jolis décolletés, elle en profite, quoi. Elle sait que ça ne va pas durer. En revanche, après, elle est vraiment dans des robes amples, des voiles, surtout quand elle présente l'émission, parce que j'imagine qu'en plus, toutes les séquences de présentation du début et de la fin ont dû être tournées en un seul et même coup à la fin. Là, tu noteras qu'elle a vraiment des robes larges. Elle termine le truc, elle est à 6 mois au moins, quoi. Ah oui, oui. Et pourtant, on apprendra que Baby Rachel est un beau bébé. On va y revenir à Baby Rachel. Bon, ce qu'on peut dire aussi sur Three Piece Suite, c'est, t'as parlé de Noel Coward avec Sweet and Strictly. L'héritage de Noel Coward, il est vraiment assumé parce que on dit ce sketch qui vient clore le premier épisode qui s'appelle Briefer Encounter, qui est une parodie de Brief Encounter de David Lean et Noel Coward, justement, avec cet acteur qu'on connaît dans Chapeau melon qui joue Merlin, qui est Peter Barkworth. Et d'ailleurs, ce serait lui, Peter Barkworth, qui aurait trouvé le titre de l'émission. Diana, elle le raconte avec malice dans l'introduction. Elle dit que pour le remercier de ce très beau titre, elle lui a offert une bouteille de champagne. Donc on peut imaginer très bien le style de rôle qui l'intéresse là-dedans. Il y aura une dimension parodique aussi. Peut-être qu'on peut parler... peut-être qu'on va passer en revue nos sketchs préférés, parce que tout n'est pas... c'est évident, dans une série comme ça où il y a 18 sketchs, tout n'est pas au même niveau.
Non. Qu'est-ce qu'on recommanderait, Eric Je recommande, pour rentrer dans la série, de regarder le premier. Il est très réussi. Voilà, un premier sketch qui est tout en douceur, mais très drôle. Une femme qui fait des petites annonces et la rencontre suite aux petites annonces va pas se faire exactement comme prévu. Ensuite, il y a cette fameuse Scarlet Woman, actrice de X, qui est hilarante. Pour le coup, on est tellement surpris de voir Diana jouer comme ça. C'est vraiment une première. Et puis après, Brie Fancounter, justement, la troisième, qu'elle joue avec Merlin. Un répertoire plus classique, mais très drôle, parce que l'ensemble est très bien monté. Alors après, dans les épisodes suivants, c'est vrai qu'il y a des sketchs qui sont un peu inégaux. Moi, j'aime beaucoup, dans le troisième épisode, celui qui parodie Elizabeth Taylor et Richard Burton. And then comes the final splitting up, and we both get a divorce, and you meet and marry somebody else, and I meet and marry somebody else, and you walk out on that balcony, and I walk out on this balcony, and that orchestra's always playing that goddamn tune. You make it all sound so predictable. It is all so predictable. Bien, alors Tony Brighton se fout de la gueule de Richard Burton en faisant une voix à la Richard Burton et tout. Les répliques sont aussi très moqueuses. Diana s'en donnait à cœur joie de faire Liz, qu'elle a quitté quelques mois avant. Il faut dire qu'elle est très belle en plus, dans une robe blanche super avec des diamants, bien sûr. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'en fait, c'est un couple qui s'est marié, divorcé, puis remarié, puis redivorcé. À l'époque où tourne ce sketch, Elizabeth Taylor vient de se marier pour la 7e fois. Du coup, ce jeu de on se retrouve, on se sépare, mais qu'est-ce qu'on a été idiot de se reséparer? Avec qui vivez-vous? Je ne sais même pas comment elle s'appelle, c'est dans les journaux. C'est très très drôle. Vraiment une moquerie sur cette histoire éternelle entre Taylor et Burton et leur divorce. Moi, je me souviens, j'étais gamin, mais tous les adultes en parlaient. Et puis on parlait aussi des bijoux de Liz Taylor, des cadeaux somptueux qu'ils s'offraient mutuellement d'ailleurs. Un autre que j'aime beaucoup, moi, c'est la parodie de Super Jenny et Wonder Woman, où elle n'arrive justement pas à sauver le monde parce que son mari, qui est joué par Bob Hoskins, la découvre en costume de super-héroïne et lui dit « Mais tu rigoles, t'as des super-pouvoirs et dans quel état est la maison? Mais où est-ce que tu vas encore aller? Nettoie la maison. » Un moment où elle défonce le mur de la maison d'une seule main. On entend les effets sonores qu'ils utilisent dans Super Jamie et l'homme qui valait 3 milliards. Elle a l'air d'une godiche totale, cette super-héroïne, quoi. C'est heureusement qu'elle a des super-pouvoirs parce qu'elle a pas l'air très éveillée. Et c'est pas le costume qu'ils lui ont fourré avec l'atomium sur la tête. C'est vrai qu'il est très sympa et son partenaire aussi est très, très bon. Ça, il faut le souligner, hein. Elle est toujours accompagnée de comédiens formidables. Oui, il y a John Cleese, pas mal de gens de chapeau melon. Moi, j'aime bien aussi, il y a cet épisode où elle est en nonne dans le téléphérique et elle rencontre un mystérieux inconnu qui lui dit mais vous êtes nonne et elle fait non, je suis là pour une soirée déguisée, je vais pas vous spoiler la fin du sketch. Non, il faut pas le dire effectivement. Ouais, d'ailleurs, elle a fait plein de photos de promo en nonne. Pratiquement tous les personnages ont été photographiés pour le Time Magazine ou pour le TV Times, je sais plus. Bon, puis beaucoup de personnages de comédie, beaucoup de scènes au lit aussi, ça c'est quelque chose de... Beaucoup. Moi, il y a ce sketch que je trouve formidable où elle se réveille toute seule dans une chambre d'hôtel. Elle ne se souvient de rien, elle a une gueule de bois épouvantable. Elle se souvient juste qu'elle fêtait l'anniversaire de sa meilleure amie à Londres. Elle se demande où elle est. En fait, elle est dans un hôtel à Londres. Elle réalise bientôt qu'il y a un homme en train de prendre sa douche dans la salle de bain. Et elle est en panique totale. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc elle appelle sa copine. Mais tu m'as vu partir? Avec qui je suis parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Où mon mari? Où il est mon mari? Est-ce que ça s'est passé devant lui? Enfin bon, après là aussi, pas de spoiling. On vous raconte pas la fin, mais c'est vraiment du boulevard. Et elle nous fait hurler de rire. Il faut quand même préciser que c'est la première fois que Diana s'octroie des comédies. Même si on peut dire que le style comédie, bien sûr, il était ultra présent dans The Avengers. Oui, et puis dans sa sitcom Diana aussi, mais justement, là c'est un peu une revanche sur ce format-là. Oui. Elle va tout faire reposer sur ses épaules avec. Je pense qu'elle a compris qu'elle n'avait pas donné assez, qu'elle n'avait pas pris assez en main le truc. Et là, celui de suite, elle le prend vraiment en main. Elle a des exigences sur les textes. C'est elle qui suggère Noël Coward, je pense, dès le début. C'est un cadeau que la BBC lui fait. C'est la première fois qu'elle va vraiment faire de la comédie et montrer une autre image de Diana Rigg. D'ailleurs, en parlant d'une autre image de Diana Rigg, il n'y a aucune parodie des Mapiles. Non, elle le disait dans des interviews et peut-être qu'on lui a proposé d'ailleurs.
Peut-être que ça a viré à Wonder Woman, c'est possible, mais elle a refusé, quoi qu'il en soit. Bon, c'est un semi-succès, hein, c'est un succès en termes de qualité, parce que c'est vraiment sympa, Three-Piece Suite, je pense que c'est un succès d'estime aussi. Par contre, en termes des audiences, Diana nous confiait que c'était pas ça. Non, et en fait, c'est le format qui a à remettre en cause. Elle le dira un peu maladroitement, mais qu'elle pense que ce format n'est pas adapté. Et elle y a pris beaucoup de plaisir. Évidemment, elle changeait de rôle 3 fois par épisode, donc pour une actrice, c'était un vrai bonheur. Mais c'est vrai que ça ne sera pas repris, et il n'y a pas d'ailleurs beaucoup de séries de ce type-là. C'était pas un échec pour autant, ça a été un très joli lancement. Je pense que ça a dû bien commencer, puis que les épisodes suivants ont dû peut-être moins bien marcher. Après, c'est sûr qu'il faut être vraiment apprécier l'actrice pour passer une demi-heure avec elle. Un programme pour les fans de Diana, ça y a vraiment aucun souci. Oui, et donc on vous le recommande, puisqu'il est dans ce fameux coffret BBC, on vous recommande de vous jeter sur les Three-Piece Suite. Moi j'aime bien aussi celui où elle promène son chien, donc une façon de porter un regard amusé sur ses voisins et surtout ses voisines. Et puis retour en Écosse chez les Sterling pour nurser Baby Rachel, qui naît donc le 30 mai 77, un beau bébé de 3,5 kilos qui va être très couvert par la presse. Donc elle naît à Londres, bon très très vite, hein, Diana va régulièrement aller séjourner dans la grande demeure familiale des Sterling en Écosse, mais en attendant quand même, puisqu'ils ont une vie importante à Londres, ils achètent ensemble une très belle maison à Earls Court, d'une valeur de 100 000 livres, nous dit-on dans la presse. Ce qu'on peut dire aussi avec la naissance de Rachel, c'est que dorénavant, la carrière de Diana va fonctionner par période. Oui. Elle va travailler de façon très intensive pendant 6 à 9 mois. Puis, pareil, une pause de 6 à 9 mois. Elle va vraiment essayer de jongler avec son rôle de mère qu'elle va dorénavant avoir. On va voir, là, dans les années qui viennent, des périodes d'accélération où elle fait genre 2 ou 3 projets en très peu de temps, et avec des périodes de vide où tu m'écrivais sur le conducteur... elle doit être en train de s'occuper de Baby Rachel. Nous, on a tendance à regarder que le professionnel. Tout d'un coup, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben oui, en fait, elle s'occupe de sa fille, c'est clair. Même, elle la trimballe avec elle quand elle va repartir aux États-Unis, elle l'embarque. Mais elle se rend compte très vite que c'est pas une vie pour un enfant, et elle va ménager pas mal d'espace dans sa carrière, justement, pour vraiment la voir grandir, en fait. Et ça, elle l'a dit dans pas mal d'interviews. Bon, et bien entendu, qui dit Diana Rigg dit au moins une pièce au National Theatre par an, donc fin 77, rebelote. Le 21 décembre 77 s'ouvre The Quartzman, une adaptation de Ferenc Molnár, National Theatre, où elle joue face à Richard Johnson. Ah oui, alors Richard Johnson, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais il faisait partie du casting pour remplacer Sean Connery Au service secret de Sa Majesté. Il fait partie des 4-5 finalistes, hein, clairement, avec George Lazenby. Bon, mais il s'est contenté de faire des films, des parodies d'espionnage, mais qui s'avèrent excellents. Premier film de Joanna Lumley, Some Girls Do. Et puis surtout, on découvre que ce genre d'acteur, il venait du théâtre classique. Il a énormément travaillé pour la télévision, des adaptations de pièces de Shakespeare. Bon, bref, on est dans le même domaine que Dame Diana, en fait, si on réfléchit bien, entre Emma Peel et Shakespeare. Les voir tous les deux face à face, ça devait être très très sympa, c'est un très bel homme, hein. Ils devaient former un beau couple tous les deux à cette époque-là. Bon, puis la pièce a l'air charmante, c'est l'histoire d'un homme qui craint que sa femme lui soit infidèle, et donc du coup il se déguise dans le fameux Quartzman, et du coup essaye de la séduire, et en fait, elle va lui révéler que elle avait tout de suite reconnu l'homme dès le début et qu'elle s'est laissée séduire parce que ça a l'air assez charmant. Ça se passe dans le milieu du théâtre, hein, d'ailleurs. Oui, c'est des comédiens, ouais. Ce qui explique l'argument où il va se déguiser, se transformer de manière à ce qu'elle le reconnaisse pas. On peut noter le programme qui est quand même très joli, qui reprend Le baiser de Klimt. Mais ça doit être une jolie comédie un peu piquante, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur cette pièce, hein. Parce qu'en fait, elle va être éclipsée par la pièce suivante, qui est le fameux Night and Day de Tom Stoppard, donc c'est les retrouvailles avec Tom Stoppard. Elle termine The Quartzman le 19 mai 78 et le 13 juin 78, donc tu vois, encore une fois, les productions sont très rapprochées. Elle lance Night and Day, oui. Oui, effectivement, on peut imaginer qu'elle commence déjà à travailler le rôle de Ruth Carson dans Night and Day, alors qu'elle est déjà encore sur The Guardsman. C'est une très bonne nouvelle. Diana et Tom Stoppard se réunissent à nouveau. Il écrit pour elle. On le sait, il l'a adorée sur Jump
Jumpers. On est dans l'humour et le politique. Là, ça se passe en Afrique, on est dans une ambiance post-coloniale, dans un pays inconnu, le Cambawe, fraîchement indépendant politiquement. Diana est entourée, en fait, c'est un personnage qui est entouré de journalistes. Son mari, son partenaire principal, c'est John To. John To et Diana, ils se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes, parce qu'en 1964, alors qu'elle rentrait au studio d'Elstree pour devenir Emma Peel, lui rentrait au studio d'Elstree pour jouer dans la série Red Cap, où il jouait un jeune militaire, je crois, dans l'aviation. Et il y avait même beaucoup de photos de promo de Diana et John To, tous les deux, les nouvelles stars des studios d'Elstree, les nouvelles stars de ABC, voilà. Tout ça, ce sont des discussions sur que devient le monde, que deviennent les colonies. Et justement, son personnage, elle, qui nous évoque celui qu'elle a déjà joué dans Jumpers pour Postopard, elle évoque l'ancien monde, elle erre dans la maison en chantant Night and Day, puisque le titre de la pièce vient bien sûr de la chanson de Cole Porter. Elle boit beaucoup de whisky, ça se voit sur les photos d'ailleurs. Les pièces de Tom Stoppard, tu lis des résumés, tu n'y comprends rien. C'est très très compliqué. Et d'ailleurs, le soir de la première, ça va être une catastrophe, pas grave d'ailleurs au demeurant, mais il y a une grosse plantade, les acteurs perdent leur texte, ils se mettent à avoir des crises de fou rire sur scène. Enfin bon, la première aurait pu être une catastrophe, mais ça ne va pas du tout être le cas. La critique, comme souvent avec Stoppard, est partagée, mais elle est bonne, mais surtout, la pièce est un succès immédiat. Donc, beau retour, là, pour le coup, pour Diana. Sauf qu'il y a un petit problème quand même, hein, malgré ce beau retour. Le poids de la pièce de Stoppard va peser sur le dos de Diana qui va se rompre. Et ça va pas être drôle parce que ça va la traîner loin. Mais je pense qu'elle est épuisée par ce rythme. Hein. Faut bien vous rendre compte. Faut pas oublier qu'il y a une grossesse entre les deux. Et pof, on repart au théâtre. Et pof, on embraye sur une autre pièce. Je pense que c'est là qu'elle va commencer à se rendre compte qu'elle peut plus faire ça par rapport à sa fille et même par rapport à elle-même. Évidemment, ça va être très difficile hein, dans tous les articles qu'on peut lire et recouper. Elle refuse de quitter la scène. Elle se fait faire des piqûres. Elle a un docteur qui s'occupe d'elle tout le temps. Stop maintenant, il faut qu'elle arrête. Donc, j'arrive pas à définir combien de temps ils vont jouer avec grand succès avant qu'elle s'interrompe pendant au moins un mois, en fait. Hein. Ouais, bah il va y avoir des pauses. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas plusieurs pauses. C'est un peu difficile parce qu'en plus, bon, ça fait les choux gras de la presse. Elle a un peu tout essayé d'un point de vue médecine, Diana. Donc, elle a essayé aussi bien l'acupuncture que les magnétiseurs. Enfin bon. Là, quand tu as des problèmes de dos, oui, tu passes par toutes les possibilités. Hein, mais un simple médecin, en général, c'est pas très efficace. Malgré tout, la pièce reprendra l'année suivante. Hein. Le côté hyper courageux de Diana de faire la pièce en ayant mal au dos, limite penché, etc. Enfin, ça a dû jouer en sa faveur parce que non seulement The Night and Day va être un gros succès, mais en plus elle va commencer à être acclamée. Elle est élue actrice de l'année par le magazine Variety. Elle va faire l'année suivante la couverture de Times pour Night and Day. Donc, on salue le courage de Diana quand même. On salue toujours son talent, malgré ses problèmes de santé, et bien que la pièce soit interrompue avant d'être reprise saison suivante, c'est un vrai succès. Bon, puis parallèlement, elle prépare, et pour la télévision, pour la BBC à nouveau, qui lui propose un contrat, une adaptation de 3 pièces d'Eschyle de la trilogie The Orestria. Alors ça fait partie des choses qui nous énervent. L'adaptation télévisée, elle a l'air magnifique, oui. Est invisible à l'heure actuelle. Alors qu'elle existe, elle a été projetée par le BFI il y a 10 ans, donc ça existe et ce serait bien que ce soit commercialisé, même sur une plateforme. On aurait très envie de voir ça parce qu'en plus il y a une distribution, il y a Hélène Mirren, il y a Dennis Quillay et il y a Patterson. Ça nous énerve énormément de pas avoir ce joyau, ça a l'air très très beau, des décors très surprenants, des costumes tout à fait délirants, comme vous allez pouvoir le voir sur les photos. Enfin, c'est 3 grosses dramatiques télé, quoi. C'est diffusé le 7 mars 79 sur BBC 2, et donc le segment de Diana, c'est le segment autour de Agamemnon, qui est donc joué par Dennis Quillay. C'est le retour d'Agamemnon après la guerre de Troie, et son assassinat par son épouse. Oui, Clytemnestre est évidemment interprétée par Diana. Elle a tendance à dévorer toute la production quand même. Voilà, on sait que Linda Thorson elle joue une des Pitty. Je sais pas si c'est dans le 2e ou le 3e épisode, mais je ne crois pas qu'elles se croisent, parce que sinon on aurait des photos, forcément la presse aurait parlé de la rencontre entre les deux, forcément. Puis en termes de direction artistique, vous avez pu voir ces costumes extravagants, presque futuristes. Il y a une sorte de relecture de l'Antiquité grecque qui a l'air passionnante. Dennis Quillay, il a une espèce de grosse chevelure crade, enfin qui fonctionne avec des dents.
diamants en collier. Et elle est impressionnante avec ce maquillage carré autour des yeux. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est un design, ces serpents qui font les contours de sa poitrine et de son costume. Enfin, c'est des designs qu'on marqué à l'époque parce qu'ils se sont aussi retrouvés en couverture des magazines. Oui, tout à fait. Elle a fait la une là aussi du TV Times dans ce costume. Ça rappelle effectivement le travail de Phaedra Britannica qu'elle a fait quelques temps avant, mais ça me rappelle également la première fois qu'elle a joué au King Lear. Oui. C'était une mise en scène aussi tout à fait stupéfiante. Et là, tu as toujours des critiques qui sont divisées. C'est toujours arrivé au théâtre. Et là, dans une adaptation pour la télé, c'est pareil. Avec Denise Quillay, quand même, il ne se quitte plus. Denise Quillay, souvenez-vous, c'est le militaire qu'elle est supposée charmer dans Les espions font le service. Ils vont se retrouver très souvent. Et on va même encore le retrouver dans cette émission. Et puis c'est marrant parce que Denise Quillay va souvent jouer son mari. Oui. C'était le cas dans House of Poets où il jouait son ex-mari. Et là, on va le voir, il y a 2 productions qui vont arriver encore où il va encore jouer le mari de Diana. Je voulais faire une petite pause début des années 80 puisque Diana va présenter la London Evening Standard Drama Award et c'est le moment où elle va être pas mal interviewée dans la presse et où la presse note avec malice. Tiens, c'est bizarre, elle présente des cérémonies de prix, mais Diana, ce qui lui manque encore dans sa carrière, justement, c'est un prix d'interprétation. C'est quelque chose qu'elle n'a pas encore eu. Et quand on lui demande quelles sont les reconnaissances internationales que vous avez eues, elle répond « J'ai eu 5 Golden Auto en Allemagne pour The Avengers, un prix arrivé du Chili dans un colis froissé et un parchemin illuminé d'un club gay près de New York qu'il avait élu femme pour laquelle il deviendrait hétéro. Voilà l'ensemble de mes récompenses. J'ai toujours été battu sur le fil par Jodie, Janet, Glenda, Vanessa. Vous voyez le genre. Je suis presque toujours la demoiselle d'honneur, jamais la mariée. Cela ne me dérange pas, mais ma mère est furieuse. » C'est une réponse géniale, parce que Judy, Janet, Glenda, Vanessa, elles se connaissent toutes. C'est simplement que ça va arriver plus tard pour Diana. J'espère que sa maman aura pu le voir. Quand ça va arriver en cascade quand même. C'est l'occasion pour nous aussi de faire un peu un point sur les projets avortés. En février 80, Stella Richman, qui avait produit Married Alive, prévoit de faire une série sur Churchill avec pour couple principal, excusez du peu, Albert Finney et Diana Rigg, Winston Churchill et Clémentine, donc Lady Churchill. Ça va pas se faire, mais il y a d'autres projets qui ont été envisagés durant la fin de ces années 70 et le début de ces années 80, qui n'ont pas pu être faits ou qu'elle a refusé. Il y a Peter Pan, finalement c'est Mia Farrow qui a pris le rôle, mais elle refuse ce rôle en 76, donc je pense qu'il y a de bonnes raisons. Moi je pense qu'elle est engagée sur Little Night Music à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle refuse un film de Dwayne Amian, où justement le Peter Pan, ce côté de l'être androgyne est joué par un personnage féminin, donc elle aurait eu les cheveux courts, ça aurait pu être un rôle assez amusant, mais ça lui correspond peut-être pas tout à fait. Le rôle finalement a été distribué à Mia Farrow et je la vois beaucoup plus en adolescent ambigu. Avant que Bill Condon de la BBC lui propose aussi Three Piece Suite, il voulait l'embaucher sur une adaptation de Anna Karenine. Nous avons échappé à une adaptation d'Anna Karenine par Diana Rigg. Ça aurait pu être sympathique, mais c'était peut-être... Elle a refusé. Pour quelle raison, on ne le sait pas. Bon, ça aurait été une énième version télévisée de Anna Karenine. Oui, voilà. Et l'année suivante, je crois que c'est Baby Rachel qui l'a tué. Celui-là, en janvier 77, on teasait une adaptation de La Chatte sur un toit brûlant au théâtre. Au théâtre, et avec Diana dans le rôle principal, c'est-à-dire celui que interprétait Elizabeth Taylor au cinéma. C'est Schlesinger qui devait monter le projet et on en a beaucoup parlé dans la presse. Elle a dit je m'entraîne pour mon accent, avoir un accent du Sud, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'entre Three Piece Suite, Little Night Music et ce projet-là qui ne s'est pas fait, il y a quand même 3 projets d'affilée où elle marche dans les pas d'Elizabeth Taylor. C'est assez marrant ce rapprochement de comédienne à ce moment précis. Oui, c'est rigolo. Oui. Bon, et surtout, durant cette interview qu'elle donne à la presse, quand on lui demande qu'est-ce que vous aimeriez jouer, et ben là, elle a ses 2 totems. Elle a Ibsen pour les rôles sérieux et Noel Coward pour les rôles plus légers. Et justement, dans cette année 1980, qu'est-ce que nous avons à la télévision, Eric? Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Et The Marquise de Noel Coward. Donc nous avons les 2 qui se développent simultanément. Alors, Hedda Gabler va sortir après The Marquise, mais nous l'avons placé avant parce qu'on sait qu'il a enregistré le 21 mai 80. Mais en fait, on n'a pas les dates précises de la Marquise. On va les traiter ensemble, surtout que Marquise, ça fait partie des choses qui ne sont pas disponibles. On l'a pas vu, on va passer plus rapidement dessus. Commençons par Hedda Gabler. Donc c'est une pièce classique de Henrik Ibsen.
qui date de 1890. Ada Gabler qui vient tout juste de se marier, qui s'est mariée un peu par cynisme pour profiter de la position sociale de son mari qui est historien, et elle découvre avec stupeur que son mari a flambé sa fortune pour payer la lune de miel, et qu'il est loin d'être le favori pour avoir le nouveau poste à l'université, et donc elle déteste son mari, elle déteste d'être prisonnière de son mariage. Elle va se lancer dans une espèce d'entreprise de destruction de tous ses rivaux, de toutes ces personnes qui ont l'impression de la contrôler. C'est un personnage qui est fascinant, le personnage d'Ada Gabler, hein. Une espèce de pulsion de mort qui habite ce personnage. Why does everything I touch become vulgar and absurd and commonplace? C'est un auteur norvégien, Ibsen. Il est réputé pour ce qu'on appelle le réalisme psychologique et social. Moi, j'avais un peu peur que ce soit une adaptation ronflante parce que c'est quand même un dramatique télé, que c'est en 4 actes, ça met un peu de temps à démarrer, mais en fait, la modernité de la pièce et du personnage nous saute aux yeux. C'est un personnage cruel qui aime faire volontairement du mal autour de lui. Intéressant de voir Diana dans ce registre. Bon, bah après Zero Estria, on retrouve une femme qui tue. Il y en aura d'autres, il y aura Médée plus tard, donc... C'est marrant, ces personnages horribles qui lui collent à la peau, et ça va pas s'arranger d'ailleurs. Fusion de Ada Gabler, il est peut-être pour quelque chose, pour être sélectionné par exemple pour le rôle d'Arlena Marshall. Ce type de rôle, ça va lui tomber dessus après régulièrement. I'll be quiet from now on. Et un mot sur les personnes qui l'accompagnent. Il est réalisé par David Cunliffe, qui est vraiment un réalisateur de télé. Je dirais que c'est un peu le point faible d'Ada Gabler, c'est que c'est très, c'est un peu ronflant en mise en scène. Bon, c'est quelqu'un qui a travaillé sur Coronation Street, The Inside Man, The Sandbaggers. Le texte est adapté par John Osborne. Le mari de Diana Rigg est joué par Dennis Leal. Et surtout, il y avait déjà eu une adaptation télé avec Ingrid Bergman et Ralph Richardson. Donc ça me donne assez envie de voir aussi Ingrid Bergman dans ce rôle-là. C'est un personnage qui est assez fascinant et qui est aux antipodes du personnage suivant qu'elle va jouer dans The Marquise. Dans une pièce qui date quand même de 1927. C'est aussi du théâtre filmé, The Marquise. Je pense que pareil, c'est un dramatique télé. C'est un mariage arrangé qui déplaît aux jeunes amants qui ne veulent pas se marier avec la personne désignée. Et donc ils vont aller voir Diana Rigg, qui va se faire un petit plaisir de troubler toutes les cartes et de permettre aux enfants de retrouver un peu de liberté. Bon voilà, ça a l'air charmant. En fait, on peut dire qu'elle joue une sorte de marquise de Merteuil sympathique, en fait. C'est intéressant quand même cet amour de Diana Rigg pour Noel Coward. On l'a vu dans Three Piece Suite. 4 ans plus tard, elle participe à un gala de charité à sa mémoire. On en revient là. Elle a jamais eu l'occasion encore de jouer de comédie réelle. Et là, elle a enfin une adaptation d'une pièce de Coward. Quand on s'aventure dans le domaine de la comédie, on finit généralement à parler à une chaussette verte qui s'appelle Kermit, janvier 81, un second film des Muppets. Ça, c'est un début à tout casser. On va faire un show complètement nouveau. On va chanter et danser à quel bon numéro? Au cinéma. Oui, on va faire du cinéma avec tous les amis. Et voilà, il y aura des héros, il y aura des gentils, il y aura aussi des idiots qui font des idioties. Au cinéma. On fera plus que tout ça. Avec tous les amis. Et moi. Va avoir un tout petit rôle. Le rôle de Lady Holiday. Il faut préciser tout de suite que tous les acteurs ont un tout petit rôle. Alors, celui de Peter Ustinov est hilarant. Celui de Peter Falk aussi, qui a une toute petite présence. Il y a John Cleese qui, lui, a une partition plus longue. Elle, c'est la grande dame de la mode en Angleterre. C'est un peu le diable s'habille en Prada anglais, en fait. Et Miss Piggy, qui rêve de devenir top modèle, veut absolument rentrer dans son agence. My name is Miss Piggy, and I would like to be a high fashion model. Doesn't surprise me. Elle la regarde et elle lui dit « J'ai besoin d'une assistante éventuellement. »
Bon, il faut le dire tout de suite, les rôles d'acteurs sont totalement éclipsés par les performances de Miss Piggy, de Kermit, de Fozzie. Ils sont géniaux, on les aime. Moi, ils me font hurler de rire. Le film est bourré de super bonnes idées. Bon, ça part un peu dans tous les sens, hein, franchement, pour être honnête, mais au final, Diana, elle a 4 scènes, elle est très drôle, elle est très belle aussi. Vous pouvez le voir si vous êtes fan de Diana Rigg, mais vous pouvez surtout le voir si vous êtes fan des Muppets, parce que il n'était pas sorti en France, le Great Muppet Caper, alors que le précédent était sorti avec succès, je crois. Donc j'avais été frustré de ne pas pouvoir le voir, je l'ai découvert plus tard. Mais là, je viens de le revoir, et c'est un vrai plaisir, quoi. Ouais. Mais je précise, hein, j'étais fan des Muppets quand j'étais enfant. Et puis là, on parle des Muppets de Jim Henson, donc c'est le créateur original qui avait déjà fait ses armes sur Sesame Street avant de lancer les Muppets en 76 ou 77, je ne sais plus. C'est aussi une performance technique, moi, qui me fait tourner la tête, parce que les Muppets, je rigole. Il y a tout ce début où ils arrivent en montgolfière pendant le générique, c'est déjà très méta de base. Le lion de la MGM est remplacé par un Muppet avec marqué Lou Grade. Ah, ça c'était mon premier rire dans le générique. Ils ont remplacé Lou Grade par Lord Grade. Mais je sais même pas si Lou Grade est dans la production d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Je sais pas. Mais bon, Lou Grade étant un des plus grands producteurs de télévision anglaise, même d'ailleurs on peut le dire un adversaire des Avengers, il s'occupait des chaînes concurrentes. Mais on passe du rire à l'admiration, je trouve, avec ce film, parce que là, Jim Henson, il est à l'apogée de son art, c'est son dernier film Muppet, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'après il va aller travailler sur Dark Crystal, dans un autre univers, et là vraiment il y a des performances techniques, je trouve. Par exemple, il y a cette scène qui est très drôle où les Muppets font tous du vélo, et tu regardes la scène et tu fais mais attends, comment ça les Muppets font du vélo en plan large? C'est quoi le cauchemar de marionnettiste derrière cette scène? Alors il y a des plans qui sont plus ou moins réussis, où on les voit plus ou moins accrochés, etc. La fin, c'est quand même une énorme bagarre finale de tous les Muppets sur ce méchant plus les 3 cambrioleuses qui l'accompagnent. C'est des scènes, ça doit être un casse-tête d'un point de vue d'effets spéciaux. C'est pour ça qu'on n'est pas habitué à voir les jambes des personnages, et là on les voit beaucoup en fait, hein, avec Miss Piggy qui se transforme en Mrs. Peel et qui fait du karaté. En fait, c'est les drôles de dames, c'est Charlie et ses drôles de dames, les méchants. Hein, On voit là encore avec nos drôles de dames. C'est Charles Grodin qui joue donc le deuxième personnage important avec Diana, assisté d'une bande de jeunes femmes menaçantes, mais qui ne feront pas le poids face à Peggy. Pour une actrice comme Diana, c'est ce qu'on appelle une participation. D'ailleurs, elle l'avait dit dans la presse, elle a dit « J'ai fait ce film avec un grand bonheur pour ma fille, parce que on regarde déjà les Muppets à la télé toutes les deux et on adore ça. » Par rapport à la série, il y avait énormément d'acteurs, de chanteurs qui devaient taper à la porte de Jim Henson, donner « on veut faire un Muppet. » hein. Bah oui, il y a eu Vincent Price, il y a eu Roger Moore. Ça fait partie de la tradition des Muppets. Les Muppets, c'est des stars. Hein. C'est quand même un méga succès en termes de produits dérivés. Ah oui. J'ai vu que ça générait 25 millions de livres. C'est quand même un truc énorme, hein, les Muppets. Donc face à des stars pareilles, bah il faut des stars. Voilà. C'est bien ma réceptionniste qui danse là. Laquelle? La cochonne. Elle est extraordinaire. 55 mots à la minute. C'est plutôt moyen. Bon, et ben on va quitter nos chers Muppets. Oui, on va aller se la couler douce sous le soleil. Bon, alors un mot avant d'attaquer Meurtre au soleil, il faut qu'on raconte l'épopée de cette saga Agatha Christie au cinéma. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se dit adapter Agatha Christie au cinéma, on se dit c'est une évidence, mais à l'époque, c'était plus compliqué. Il y a une adaptation que Agatha Christie aime beaucoup, c'est Témoin à charge de Billy Wilder, on en parlera dans un autre épisode. Mais sinon, elle est assez scandalisée par ce que le cinéma a fait de son œuvre, notamment les adaptations de Miss Marple qui sont très très libres, ou alors c'est des tout petits films comme par exemple Endless Night. Agatha Christie, avec un gros budget et un gros casting, c'est l'idée folle de 2 producteurs, John Brabham et Richard Goldwing, qui vont essayer de convaincre Agatha Christie de leur donner les droits, et notamment Le Crime de l'Orient Express, qui va être leur premier gros pari, leur idée à eux.
c'est de réunir un casting de stars. En 74, on a Le Crime de l'Orient Express avec, excusez du peu, Lorraine Bacall, Martin Blassam, Ingrid Bergman, Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Cassel, Sean Connery, Wendy Hiller, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, bon j'en oublie, et surtout Albert Finet en Hercule Poirot. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des stars internationales, c'est-à-dire qu'il y en a de tous les pays. Tu as autant d'Américains que d'Anglais, même quelques Français. Là, dans le cas présent, tu as Jacqueline Bisset, pour que tout le monde soit content, comme plus tard, on aura Jane Birkin, en fait. Le film est réalisé par Sidney Lumet, et ça va être un énorme succès. Oui. Alors j'ai lu, mais je ne sais pas à quel point je peux prendre ça au sérieux, que c'est le film britannique le plus rentable de tous les temps. Oui, c'était un succès commercial énorme, je m'en souviens très bien. Et un succès d'estime, parce que Sidney Lumet, il est habitué aux Oscars. Je crois que c'est Ingrid Bergman qui va avoir l'Oscar du meilleur second rôle. C'est un film qui tape juste. À l'époque, c'est le grand succès de Gatsby le Magnifique, le film avec Robert Redford et Mia Farrow, qui lance une véritable mode du film à costume des années 30, nostalgique de l'entre-deux-guerres, dans un style art déco fantasmé. Ces adaptations d'Agatha Christie, alors qu'il y avait eu la tentation de les moderniser, etc., vont justement faire d'un argument de vente le fait qu'ils sont assis dans les années 30. Moi, j'aime pas trop Le Crime de l'Orient Express. Je trouve que c'est le plus faible des quatre. C'est un film qui est très guindé, qui s'autorise très peu de liberté, qui est très rigide et qui ne va pas beaucoup jouer de ce plaisir de rassembler ces stars. Donc petit à petit, la bride va s'ouvrir, et notamment elle va s'ouvrir en remplaçant Hercule Poirot, puisque moi je trouve qu'Albert Finet est très mauvais en Hercule Poirot, et c'est ensuite Peter Ustinov qui va avec Mort sur le Nil. Oui, il va réinventer le personnage. Alors la distribution de Mort sur le Nil, elle a rien à envier à celle de l'Orient Express, puisque nous avons Bette Davis, Mia Farrow, Lois Child, Simon McCorkindale, Angela Lansbury, David Niven, Jack Warner, Maggie Smith et Jane Birkin, que l'on retrouvera dans Meurtre au Soleil. Alors suite au succès de Mort sur le Nil, ils se disent qu'ils aimeraient bien lancer en parallèle une adaptation de Miss Marple et une adaptation d'Hercule Poirot, comme ça leur permettrait de travailler back-to-back avec des comédiens différents. Les Hercule Poirot seraient dans des endroits prestigieux, tandis que les Miss Marple seraient dans la campagne anglaise. En 80, une adaptation du Miroir se brisa, avec Angela Lansbury dans le rôle de la fidèle enquêtrice, tout qui voit s'affronter, encore une fois, Elizabeth Taylor et Kim Novak, dans un duel de divas. J'aime bien le film, qui est déjà réalisé par Guy Hamilton, qui s'occupera après de Meurtre au Soleil, mais il va avoir une contre-performance au box-office, et donc ça va tuer la série des Miss Marple, alors qu'ils avaient prévu d'en faire plusieurs, et ils vont se rattraper avec Meurtre au Soleil en se disant, la grande particularité qui va se dessiner petit à petit, et ça c'est les scénaristes qui vont ajouter ça, c'est le côté parodique, le côté on relie ces stars qui vont participer à ce whodunit. Très vite, l'intrigue policière va passer au second plan, surtout que dans le cas du Miroir se brisa, ce sont deux stars qui s'affrontent, donc il y a une seconde lecture. Oui. Avec la carrière et de Liz Taylor et de Kim Novak. Et moi, je pense que c'était la bonne chose à attraper, parce que c'était déjà le cas dans les romans d'Agatha Christie. Dans Le Miroir se brisa, c'était déjà une relecture de Jane Terney, tu sais, l'interprète de Laura de Preminger. Oui, bien sûr, la grande Jane Terney. Sa fin de carrière très, très, très triste. Dans ce cas-ci, c'est une star en déchéance qui essaye de revenir au cinéma et qui n'y arrive pas. Donc, faire jouer ce rôle à Elizabeth Taylor, c'était assez gonflé. Fallait quand même avoir un peu d'autodérision pour le faire. Faut pas oublier dans la distribution Rock Hudson aussi, quand même. Il y a aussi Tony Curtis, Geraldine Chaplin aussi qui joue un rôle sympathique d'assistant, et l'un des premiers rôles de Pierce Brosnan aussi. Je m'en souviens pas, il faut absolument que je le revoie, celui-là. Et enfin, nous arrivons à Meurtre au Soleil, 81. Meurtre au Soleil m'apparaît comme plus réussi. La version cinématographique, je dirais, plutôt la plus réussie de ce quatuor de films. Sans aucun doute. Et pour une raison, c'est la prise en main de l'aspect comédie et de l'aspect surtout loupe sur un milieu social, et de se foutre de ce milieu, en fait, de le caricaturer, de le moquer et de mettre en avant ce qui se passe. Alors, il y a peut-être un meurtre sous le soleil,
Mais alors, sous les jolies robes et les jolis chapeaux, il y a aussi des vilaines pensées, quoi. Voilà. Et le film met ça beaucoup plus en avant que dans les précédents. C'est fait avec beaucoup de brio, avec beaucoup d'humour. Les dialogues sont absolument savoureux, plus que la mise en scène de Guy Hamilton en elle-même, parce que Guy Hamilton, il est génial. Mais bon, c'est Goldfinger, ça restera Goldfinger, bon voilà. Mais bon, il est un peu paresseux sur ce coup-là. C'est pas tellement sa mise en scène mais cela dit, il est absolument parfait pour capter toutes les réactions des comédiens, tout le travail des comédiens. Il y a un nombre de chants contre chants, de double take, c'est-à-dire quand quelqu'un fait quelque chose et que l'autre réagit d'un regard. Et pour le coup, ça n'a pas l'air de théâtre filmé. En fait, c'est très éloigné du roman quand même d'Agatha Christie, il faut le dire. Changement de décor complet, donc bon. Le roman d'Agatha Christie, il se passe dans le Devon, en fait. C'est un hôtel de luxe de la côte anglaise. Et en fait, ils se sont tout de suite rendus compte au moment de faire les repérages que ça allait pas du tout coller. Et pour moi, c'est la grande force. C'est qu'il y a des grosses libertés d'adaptation qui sont faites. Il y a plein de sous-intrigues aussi qui sont foutues à la poubelle à cette occasion. Et vraiment, comme tu dis, ce focus, c'est cette jet set d'élite britannique. Mais c'est très dans l'esprit d'Agatha Christie, hein, c'est ce qu'on disait. Hein. Mais en fait, c'est là où je trouve que celui-ci est vraiment doué, c'est que il tord vraiment le roman Les Vacances d'Hercule Poirot, hein, ne serait-ce que par ce décor écrasant de Majorque. Alors c'est pour ça peut-être que moi je suis pas d'accord avec toi, je trouve que Guy Hamilton a une très très belle réalisation sur celui-là, plus que sur le Miss Marple. Il exploite ce décor à 200%, il habitait à Majorque. En fait, Guy Hamilton. Donc c'est pour ça qu'il connaît très bien. Donc il va y avoir un tournage à Formentor, puis à Palma. Enfin, d'écriture, je vais en dire un mot, c'est Anthony Shaffer. C'est quand même le scénariste de Frenzy, de Le Limier et de Winkerman. Oui. Il est là quand même, le monsieur. Et c'est Barry Sanders qui ensuite va revoir sa copie. Et c'est lui qui va ajouter tout le côté mordant. C'est lui qui ajoute tous les dialogues de garce, pour le citer, entre Maggie Smith et Diana Rigg. She's the bitch. The real bitch. The one that everybody hates. And with good reason. I mean, she's perfectly hard. Have you seen these nails? Only bitches wear nails like these. Bon, ben là, on le dit tout de suite, les deux grandes reines de ce film, c'est Diana et Maggie Smith. Elles sont sublimes. Moi, j'ai un vrai faible pour Maggie Smith, parce qu'elle nous accompagne tout au long de l'enquête. Elle se substitue un peu à un personnage d'assistante de Poirot. Devient le Watson de Poirot, qui n'a rien demandé, qui s'en contrefou, qui la remet à sa place à chaque fois, mais elle est absolument géniale. C'est une actrice magnifique. Ils ont deux grandes scènes, face à face. Elles ont aussi un passé commun, donc on parle d'elles même quand elles sont pas présentes. Des répliques qui sont particulièrement gonflées. C'est celle qui savait lever la jambe la plus haute ou l'écarter. Enfin. Arlena et moi avons souvent misé sur le même cheval. Bonjour, Daphné. Oh, il s'est passé des siècles. Voyons, des années seulement. 30 ans. Arlena et moi, nous étions girls dans la même revue nue. Loin de moi l'idée de me poser en rivale. Mais déjà, dans ces temps reculés, elle levait la cuisse comme personne. Et là où elle était imbattable, c'était au grand écart. Kenneth, j'avoue que je suis très surprise. Quand vous m'avez parlé d'un hôtel tenu par une petite rigolote, je ne croyais pas que c'était la célèbre Daphné qui en était réduite à de tels expédients. Oui, bon, très bien. Évidemment, donc on retrouve Poirot, donc Peter Ustinov. Jane Birkin revient aussi, est une rescapée de Mort sur le Nil, sauf que là, elle a un rôle beaucoup plus consistant. Une pauvre jeune femme, cocue, un peu fantasque, une femme bafouée aux yeux de tout le monde. Mais en même temps, le personnage de Denis Quilley, le mari de Diana Rigg, c'est la même chose. Évidemment, James Mason, qui joue un grand producteur que Arlena a foutu dans la merde. Et il y a son épouse, incarnée par Sylvia Miles. Sylvia Miles, elle vient des années 50, 60. Elle a été récupérée par le jeune cinéma d'auteur des années 70. Elle est notamment dans Macadam Cowboy, qui est un très très beau film avec Dustin Hoffman. Évidemment, Roddy McDowall, qui joue ce journaliste de Broadway complètement folle, Colin Blackley, et puis évidemment Denis Quilley qui joue son mari, qui lui est on le comprend, c'est pas très précisément un grand homme d'affaires, donc il y a déjà une fille. La gamine d'ailleurs, Emily Hawn, et même elle est excellente d'ailleurs. Qui est une grosse fan des Avengers, et elle raconte dans les bonus qu'elle était toute
toute ravie de tourner avec Emma Peel. Mais alors, pas sympa, parce que pour ce coup, c'est Emma Peel qui était vraiment odieux avec elle. Bah, il faut qu'on parle de ce personnage, Arlena Marshall, c'est quand même, c'est une menthe religieuse, un peu, ce C'est personnage. la grande caricature de la star de Broadway. C'est Diamonds Are a Girl's Best Friend. Ça n'intéresse qu'à l'argent. Elle a couché toute sa vie pour ça. C'est un personnage monstrueux, en fait. Elle a des robes incroyables. Et on va venir aux costumes, parce que tout le monde a des costumes incroyables. Le plus réussi, mais oui, je finis la distribution par le jeune Nicolas Clay, qui donc joue le mari de Jane Birkin, qui a plus l'air d'un jeune gigolo que d'un prof. On ne l'imagine pas du tout en prof de latin, mais bien dans ce qu'il est, à savoir un super gigolo, puisque bien entendu, il se retrouve sur l'île avec sa femme parce qu'il couche déjà avec Arlena Marshall et Nicolas Clay qui fait une performance qui me semble, moi, totalement inoubliable, en fait. Voilà, bon, ben, l'intrigue, après, il ne faut pas rentrer dans le détail. C'est Arlena, la victime. Arlena Marshall, c'est l'ultime garce que tout le monde a envie de tuer. Et du coup, ben, elle meurt. Hein, oui, voilà. Tout le monde a une bonne raison de la tuer, sauf Poirot. Il y a une bonne heure de film avant qu'elle meure. Hein. Puis ensuite, on retrouve plein de scènes coupées avec Diana, d'ailleurs. Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une technique de narration dans ces films-là qui va se sophistiquer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'aussi on dit avec Eric que Meurtre au soleil est le plus abouti. C'est en gestation depuis un moment. Dans le Sidney Lumet, il y a ces flashs, parce qu'on raconte la famille des Armstrong, il y a eu un drame terrible, donc ils ont des flashs subliminaux, de coupures de journaux, de choses qui se sont passées. Dans Mort sur le Nil, Poirot il imagine des théories, donc en fait on va voir chacun qui tue. Oui. Alors c'est très drôle, parce que du coup on les voit tous à tour de rôle avec le flingue, et si ça pourrait être vous, et moi j'adore par exemple Bette Davis qui tue, elle me fait beaucoup rire. Là dans celui-là ils ont sophistiqué le truc, il y a ce truc des points de vue, des fausses pistes, etc., de ce qu'on nous a coupé au montage. Et donc effectivement, quand Poirot raconte son récit, sa grande diatribe finale, on a plusieurs morceaux du passé qui reviennent et qui sont convoqués à ce moment-là. Bon, puis il y a cette idée de la chaleur, quoi, torride, et que derrière ces beaux décors, ces beaux bijoux, et ce décor de rêve, cet hôtel de rêve, se cache The Evil. C'est très intéressant, cette chaleur torride, en fait, parce que c'est le centre de l'intrigue. Là où Guy Hamilton se plante pas, c'est qu'il fait de l'amant, donc de Nicolas Clay, le sex symbole du film, en fait. Tout le monde l'a compris, Diana, dans le rôle de ce sex symbole de Broadway, c'est un sex symbole vieillissant, quand même. Hein. Quelle petite abeille industrieuse tu as dû être pour savoir où je suis venue au monde et quand. Ma chouette, il n'y a pas tellement de stars qui ont vu le jour dans une roulotte au siècle dernier. Oh, et avec quel tact tu as révélé ce que j'avais fait pour obtenir mon premier grand rôle dans Flamme de l'éternité. Comment as-tu fait pour le savoir? J'ai soudoyé l'épouse. Oh, petite crapule. Et il est vraiment, j'avais oublié, qu'il nous fait des sorties de flotte à la Ursula Andress, ou plutôt à la Daniel Craig dans Casino Royale. Il est vraiment mis en valeur. Sa beauté, son corps, son maillot, alors c'est quand même lui remonte très haut sur les fesses, désiré évidemment par Arlena, mais pas que, parce qu'on a aussi Sylvia Miles qui lui tournerait bien autour. La seule erreur qui n'aurait pas fait, je trouve qu'on aurait dû avoir Roddy McDowall aussi qui essaie de lui tourner autour, ça aurait été... Voilà, enfin tout ça pour humilier Jane Birkin. Et puis quand on découvre au final, ce qui s'est vraiment passé, évidemment, c'est là que ça prend tout son sens, que ça devient vraiment savoureux. Mais c'est vrai que tu as raison, la mise en scène, c'est un vrai film de cinéma autour de la chaleur, la sueur, le fait qu'ils soient chauds, il y a ces corps rôtis au soleil, oui. La couleur rouge qui est omniprésente dans tous les plans. Peut-être qu'on peut dire un mot là sur les costumes. Anthony Powell, on a déjà parlé de lui il y a 2 épisodes, puisque c'est lui qui s'était attaqué aussi aux costumes de The Avengers, le film de 98. Ça fait partie des réussites du film, clairement. La démence, hein, tout est parfait, même quand du plus petit maillot de bain jusqu'aux robes délirantes d'Arlena. Bon, il y a la robe argentée, la robe rouge, tous les peignoirs de bain. Bon, le peignoir de Poirot qui est très drôle. Le peignoir de Poirot qui est extraordinaire, son maillot, tout ça est merveilleusement agencé. La tenue finale de Jane Birkin aussi qui est assez... Waouh! Puisque pendant tout le film, elle est desservie. Moi, je me souviens quand je l'avais vu la première fois, j'étais un peu déçu. Je dis mais putain, c'est chapeau. Oui, ça va contre son image. Ouais, elle est complètement contre son image et bon, le rôle était super, mais en même temps, elle était tarte et c'était le rôle. Mais alors à la fin, waouh, elle nous fait une descente. Et d'ailleurs, la tête de tous les personnages, magnifiquement filmée, quand elle descend l'escalier dans ce tailleur noir et blanc, bon, c'est une merveille, quoi. Oui, c'est une scène fantastique. Je dirais que c'est une faute grave aussi de la part des 2 criminels, hein, quand même. Mais si, mais c'est fait exprès. C'est justement l'indécence du crime. C'est en ça que ça marche bien aussi, c'est que c'est des gens, ils font du crime en plein soleil et
Oui. Ils sont en mode, on n'en a rien à faire parce qu'on est l'élite britannique, on s'habille comme ça avec des beaux diamants et on a le sang sur les mains, mais c'est pas grave, quoi. De toute façon, tout le monde dans cette salle aurait pu être coupable, parce que tout le monde aurait voulu... personne ne pleure à Arlena Marshall. En fait. J'ai oublié de le dire, mais le fait de faire un casting large comme ça de stars, c'est le fait qu'on puisse soupçonner tout le monde, parce que une star pour jouer l'assassin, bah ça marche pas parce qu'on devine tout de suite que c'est la star qui a commis le crime. Donc là, avec ce casting de stars, tes doutes peuvent se porter un peu sur tout le monde. Bon, on va revenir sur plein d'autres choses sur le film. Il y a la musique aussi. Oui, il faut qu'on dise un mot de Cole Porter, bien sûr. Parce qu'il y a cette idée absolument géniale de ne choisir que des chansons de Cole Porter pour illustrer le film musicalement. L'ouverture du générique, c'est I Concentrate on You. Le thème de Anything Goes est très très souvent exploité, ça c'est formidable. Night and Day revient régulièrement. Enfin, je pense qu'il y a une bonne quinzaine de chansons qui sont utilisées à travers le film et souvent mêlées les unes aux autres. Donc l'idée, c'était de faire une musique de film avec les mélodies de Porter, en fait. Et ça participe au côté un peu nostalgique de l'ensemble aussi. Mais léger aussi, tu vois, il y a un côté léger, malgré le meurtre sous le soleil. Bon, et évidemment, dans l'utilisation de la musique de Cole Porter, l'entrée dans cette soirée de Diana qui vient se mettre au piano pour nous chanter You're the Top. You're the Top, c'est une chanson très coquine, très drôle d'abord. Mais alors, la manière dont elle la chante, où elle finit par se retourner vers le personnage de Nicolas Clay, où là, tu as des jeux de regard, parce que c'est Denise Quilley qui joue au piano. You're the top. You're the Colosseum. You're the top. You're the Louvre Museum. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're the National Gallery of Garbo's salary. You're Camembert. You're the top. You're a new invention. You're the top. You're the fourth dimension. But if baby I'm the bottom, you're the top. C'est génial d'entendre Diana chanter avec sa belle voix grave comme ça, un classique de la chanson. Bon, la chanson reste immortelle par d'autres, et surtout pour moi par Barbra Streisand qui l'a chantée dans On se fait la valise, Docteur, What's Up Doc. Donc pour nous, c'est une véritable réussite, une réussite technique en termes d'adaptation, comme je vous l'expliquais, parce qu'il a vraiment réussi à transformer ce style littéraire qui est le style très simple d'Agatha Christie, qui est peu enclin visuel, parce que par exemple, il y a tous ces personnages qui se déguisent, il y a quand même beaucoup de narration, beaucoup de surplace, beaucoup de personnages à explorer, c'est quand même difficile à transposer au cinéma. Et là, ils ont vraiment perfectionné la formule au meilleur. Oui. Malheureusement, ça va beaucoup moins marcher que les précédents. Et en fait, ça va tuer l'autre Poirot qu'ils étaient en train de préparer, qui est Rendez-vous avec la mort, qui se fera, mais de manière bien plus tardive. Ustinov, lui, va reprendre le rôle à la télévision, qui vont être moins bien, parce que moins de budget, mais toujours dans la même veine. Ceci dit, le film a quand même un très bon accueil. Il a une première prestigieuse en présence de la reine. Il faut préciser que toutes les photos de promotion de ce film ont été faites par Lord Snowdown. Lord Snowdown étant tout simplement le photographe de la famille royale. Et là, pour le coup, c'était vraiment voulu de le prendre lui pour faire plein de photos. On va vous en montrer d'ailleurs. Toutes les photos de promo, et même, je me souviens très bien, le Figaro Magazine avait fait 4 pages de photos, de ces photos, c'était vraiment magnifique. C'est parce que, même si le film a moins de succès, c'est lié au box-office, en bonne position un peu partout, hein, attention, mais c'est vrai que ça n'est pas on retrouve plus les chiffres de l'Orient Express ou de Mort sur le Nil, quoi, en fait. La sortie va avoir lieu le 22 mars 82, et à ce moment-là, Diana Rigg est bien dans la mouise avec sa pièce Colette, donc ça va être quand même un accueil critique qui va lui faire du bien dans cette période compliquée. Mais Colette, ce sera pour la prochaine fois, puisque maintenant il est temps de passer à nos recommandations, Eric. J'ai déjà recommandé dans d'autres émissions le coffret Diana de BBC, vous y trouverez plein de choses dont on vous parle. Si vous avez envie de réentendre toutes ces chansons de Cole Porter, il faut essayer de les découvrir par Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald a enregistré dans les années 50 un Cole Porter Songbook, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Elle doit en chanter au moins une trentaine, c'est un double album. C'est absolument remarquable. Vous retrouverez le côté grand orchestre, le côté la légèreté
Et puis bon, c'est Ella Fitzgerald, hein, voilà. Après, d'autres recommandations, revoir Evil Sun. Il y a le coffret Studio Canal, il est magnifique. Ils ont fait un boulot un respect de l'époque total dans le design. Les remasterisations, évidemment, il est en 4K celui-là. Comme avec les New Avengers, on a le choix entre le 4K et le Blu-ray. Et donc on a les 4 adaptations dont je vous ai parlé, ainsi que Endless Night, qui est pour la première fois en HD. Et c'est un plaisir, moi je les ai tous refaits pour préparer cette émission. Et c'était un moment délicieux et c'est un objet magnifique. Avec beaucoup de bonus, j'ai pas fini de tout voir. Mais par exemple sur Meurtre au soleil, on a beaucoup de l'équipe technique qui viennent raconter des choses. On a un making-of, on a un commentaire audio. Bon voilà, il y a plein de choses quoi. Moi de mon côté, j'aurais 2 recommandations. La première, c'est penchez-vous sur le travail de Jim Henson qui a fait donc les Muppets. Et moi je vous recommanderais Labyrinthe qu'il a fait avec David Bowie et Jennifer Connelly. Oui, c'est bien ça. Et à la fois c'est un univers fantaisiste, un peu dark, etc. Et complètement comique, complètement kitsch, complètement camp aussi. Enfin, je l'ai vu qu'une fois, je l'avais forcément vu au cinéma, mais je suis complètement fan de David Bowie, donc j'avais la musique. Ouais, bonne reco, parce que c'est un film à redécouvrir, je pense. Et puisqu'on reste dans Agatha Christie et Baby Rachel, moi je vais dire un mot aussi sur mon interprète de Poirot préféré, qui est donc David Suchet, qui après Peter Ustinov va reprendre à la télévision les adaptations d'Agatha Christie les unes après les autres. Il va en faire 70 pour la télévision, donc il va tout faire. Et c'est assez génial parce qu'il commence par les nouvelles, donc ça commence sur un ton assez comique, etc. Et petit à petit, ça va vers des téléfilms beaucoup plus luxueux, beaucoup plus sombres. Et dans cette deuxième fournée, il y en a un qui est très sympa, qui s'appelle 5 petits cochons, et dans laquelle le personnage féminin principal est joué par Baby Rachel, qui doit avoir 20 ans au moment où elle tourne ça, 20-30 ans. C'est un roman qui a été très peu porté au cinéma parce que dans le roman, Hercule Poirot reçoit 3 lettres ou 5 lettres. 5 lettres, c'est les 5 petits cochons. Et donc c'est inadaptable en fait en film. Et là, ils ont trouvé plein d'idées pour l'adapter. Et elle est magnifique et comme ça vous donnera envie de découvrir d'autres adaptations d'Agatha Christie. Je sais que les amateurs d'Agatha Christie ont en général un gros faible pour David Suchet. Mais moi je t'invite à le découvrir parce qu'il y a des très bons choix d'adaptation. C'est c'est un comédien qui a vraiment lu Agatha Christie et qui sait exactement où positionner son Poirot entre la comédie et le premier degré. Et il y a des vrais choix d'adaptation, notamment l'Orient Express. Ils partent du principe qu'on s'en fout du coupable. Ils vont aller contre le choix final d'Agatha Christie, puisqu'Agatha Christie, elle dit Hercule Poirot il s'en fout, il dit les coupables peuvent partir, c'est pas grave. David Suchet il a fait non, en fait le personnage de Poirot ne ferait jamais ça. Donc pour qu'on arrive à cette conclusion, il faut qu'on travaille le personnage d'Hercule Poirot. Et donc il y a un côté mettre Poirot à nu dans un espèce de téléfilm très sombre, très brut. C'est très sympa. C'est un pas de côté qui est très intéressant en termes d'adaptation. Encore une fois, si vous voulez bien adapter Agatha Christie, il faut pas avoir peur de le trahir et de l'adapter. Eh ben écoute, on s'arrête là, puis on aura un programme chargé avec le reste des années 80, puisqu'on est en 82 uniquement. Le reste des années 80, ça va être très actif, ça va pas très bien commencer, et puis ça va très bien se terminer. Et on va même essayer d'aller un petit peu au-delà des années 80 quand même. On dit ça à chaque fois, et à chaque fois on réduit notre... Oui, à chaque fois. Et avant de nous quitter, nous avons une annonce à vous faire. N'oubliez pas de prendre vos agendas. Nous sommes invités le 12 juin prochain sur la chaîne YouTube Le Rendez-vous des Cinéphiles, une chaîne spécialisée dans le cinéma et dans les séries. Il prépare un gros live sur chapeau melon et bottes de cuir et donc nous serons avec Eric invités. Donc si vous venez, si vous commentez, si vous envoyez plein de bonnes ondes positives, you're the top. Every day a little death. In the parlor, in the bed. In the curtains, in the silver, in the buttons, in the bread. Every day a little sting. In the heart and in the head. Every move and every breath, and you hardly feel a thing, brings a perfect little death. Give the lapdog a command, and she crawls for him.
for the little understanding she is owed. See her beg for her reward. Is her master getting bored? Love's a miserable business, mind the road. She waits patiently for days in